Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 23 juillet dernier, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, est devenu le nouveau dirigeant du Parti conservateur, succédant ainsi à Theresa May au poste de Premier ministre. Sera-t-il en mesure de sortir enfin le Royaume-Uni de la crise du Brexit? Nous en discutons tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Wu Zexian, ancien diplomate chinois. Bonjour. Bonjour. Le 23 juillet dernier, Boris Johnson a été élu triomphalement à la tête du Parti conservateur et devenant ainsi automatiquement le Premier ministre britannique. Quel est le profil de ce nouveau Premier ministre? Je ne le connais pas, personnellement. Bon, j'ai lu dans la presse qu'il s'agit apparemment de quelqu'un qui se permet beaucoup de liberté quand il s'exprime. Peut-être c'est l'un des points qui attire ses électeurs. Bon. Apparemment aussi, son comportement dans la vie quotidienne ne correspond pas vraiment à l'image classique, dite classique, des hommes politiques. Par exemple, lorsqu'il était maire de Londres. Il prenait le vélo. C'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'aime le vélo aussi. Donc j'apprécie tous les cyclistes. Bon, vous voyez, ce sont des exemples qui font penser que c'est quelqu'un qui ne respecte pas vraiment les règles dites conventionnelles dans la tête des gens ordinaires. Voilà, des règles conventionnelles surtout réservées aux hommes politiques. Très souvent, l'image des hommes politiques, ce sont des gens sérieux, qui pèsent des mots lorsqu'ils se prononcent, etc. Mais apparemment, c'est quelqu'un, et qui va un peu à l'encontre de ces règles dites conventionnelles. Il est souvent considéré comme Trump anglais. Qu'en pensez-vous? Bon, là, à mon avis, il ne peut pas y avoir deux êtres humains à 100% identiques. Bon, même si les apparences que j'ai citées tout à l'heure, d'après la presse, font penser que, apparemment, le style personnel de ce nouveau Premier ministre britannique peut être, ressemblant à celui du président Trump. Mais à mon avis, il ne faut pas se fier à l'apparence. Il ne faut certainement pas se fier à l'apparence. Il faut surtout voir quelle est sa politique. Durant la campagne électorale, c'est-à-dire avant d'être élu, il a certainement tenu beaucoup de propos, on connaît, mais il faut voir aussi après, parce que très souvent les propos tenus avant une élection ne correspondent pas toujours à la politique appliquée après, parce qu'après il faut tenir compte de la réalité des choses. Donc là, on va voir quelle sera la politique réellement appliquée du Premier ministre britannique, nouveau. Peut-être parce que son acte sort souvent de l'ordinaire, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc il faut voir le fond. Il faut voir le fond pour pouvoir comparer. Mais encore une fois, la comparaison, c'est amusant, mais bon, la comparaison, c'est la comparaison, mais il faut surtout juger quelqu'un d'après les faits. Juste après les élections, il a déclaré qu'il allait mettre en œuvre le Brexit, rassembler le pays tout entier et vaincre le leader du Parti travailliste. Pour rappel, le plan original du Brexit était que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avant le 29 mars de cette année, mais aucun accord n'ayant été approuvé par le Parlement britannique. Et donc finalement, le Brexit a été repoussé au 31 octobre. Et concernant le Brexit, quelles sont les positions de ce nouveau Premier ministre? Apparemment, c'est considéré quelqu'un qui veut, coûte que coûte, faire sortir le Royaume-Uni de l'Europe. Voilà. Donc apparemment, il était prêt. Je ne sais pas si aujourd'hui il est encore dans cette position, mais d'après ce qu'il disait, il était toujours prêt à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, même s'il n'y a pas d'autres arrangements. Il faut savoir, il a déjà un accord. Il a déjà un accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il y a un accord. Selon cet accord, donc à la date limite, le Royaume-Uni sort
de l'Union européenne, mais après on doit négocier un arrangement économique et commercial. Voilà. Il y aura une période de transition. Le problème, comme vous venez de dire, c'est que le Parlement britannique n'approuve pas. N'approuve pas parce que ce n'est pas très précis. Alors, si le Parlement n'approuve pas, c'est très compliqué parce qu'une partie des parlementaires pense que ce n'est pas très précis, ça risque de faire traîner les choses, mais d'autres parlementaires pensent que ce n'est pas très précis, ça risque de nuire aux intérêts des Britanniques parce qu'il faut quand même avoir un arrangement clair. Bon, il y a en fait deux opinions opposées au sein déjà des parlementaires. Bon, donc c'est très compliqué. Le nouveau Premier ministre britannique, apparemment, il était dans le camp des durs, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements prévisibles, il faut que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne coûte que coûte. Voilà. Apparemment, c'est ça. Mais bon, on va voir. Voilà. Encore une fois, il faut voir. Durant les débats télévisés, il a déclaré qu'il n'accepterait pas un nouveau report du Brexit. Mais de son côté, l'Union européenne a refusé d'entamer de nouvelles négociations. Donc, dans ces cas-là, pour vous, quelle est la probabilité pour un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord? Encore une fois, ça dépend des deux côtés. Ça dépend des deux côtés. C'est vrai que lui, il dit, mais je ne bouge pas. Mais l'Union européenne dit aussi, je ne bouge pas non plus, nous ne voulons pas bouger non plus. Mais bon, après, maintenant, la nomination du nouveau Premier ministre britannique, à mon avis, il y aura certainement des discussions. Voilà. On essaiera certainement de trouver quelque chose qui pourrait arranger les uns et les autres afin d'éviter une situation déplorable. Bon, je pense que c'est quand même la volonté commune des deux côtés d'essayer de trouver une solution arrangeable. Voilà. Et selon vous, quelles sont les principales difficultés que risque rencontrer le nouveau Premier ministre s'il veut tenir ses promesses? C'est encore la même difficulté que rencontrait son prédécesseur, c'est-à-dire convaincre les parlementaires qui sont eux-mêmes divisés. C'est ça le problème, parce que les parlementaires britanniques sont divisés dans cette histoire de Brexit. Lui, comment il pourrait convaincre les parlementaires, parce qu'il n'y a pas que les durs, il y a aussi d'autres qui veulent absolument quelque chose qui arrangerait le Royaume-Uni après le Brexit. Bon, les travaillistes. Bon. Alors, là, il faut voir, est-ce que lui, il réussira à obtenir quelque chose, alors même si les représentants de l'Union européenne disent les principes ne peuvent pas bouger, bon, même si dans ce cas, est-ce que lui obtiendrait quand même quelque chose qui pourrait satisfaire les uns et les autres au sein du Parlement britannique? Ça dépend de ça, donc on va voir ce qu'il va faire. Quelles sont les conséquences économiques pour un Brexit dur, sans accord, sur l'économie britannique et l'Union européenne? Bon, il y a déjà des différentes institutions de prévision, de recherche, qui prévoient en tout cas des conséquences négatives. Des conséquences négatives, c'est-à-dire, alors selon une institution britannique, pour l'année budgétaire 2020-2021, le Brexit dur pourrait provoquer une dette publique supplémentaire de 30 milliards de livres sterling. Voilà. Et puis, selon le FMI, il y aura au milieu de l'année 2021 une baisse de 4% du PIB britannique. Donc les prévisions sont apparemment toutes négatives. Selon d'autres prévisions, l'économie britannique pourrait se rétrécir de 2%. Voilà. Il y aura une situation de chômage plus grave. Voilà. Le taux de chômage pourrait atteindre 5%. Voilà. Et même, selon une autre
prévisions, même si le gouvernement britannique arrive à faire face au choc dû au Brexit dur, il y aura quand même une baisse, un ralentissement de croissance économique. Donc, de toute façon, jusqu'à présent, les prévisions ne sont pas optimistes. Tandis que pour l'Union européenne, évidemment, ce n'est pas une très bonne chose. Le Royaume-Uni, c'est l'un des principaux pays de l'Europe. C'est une économie importante. Bon. Donc, un Brexit dur, apparemment, n'est pas souhaité par les uns et les autres. C'est pour cette raison que, à mon avis, le nouveau Premier ministre britannique va certainement continuer à négocier avec l'Union européenne pour trouver des arrangements. Même si les principes ne peuvent plus bouger, parce que les deux partis campent sur leur position principale, mais à mon avis, on peut toujours trouver des petits arrangements qui pourraient améliorer les choses. Avant même la nomination de Boris Johnson au poste de Premier ministre, plusieurs ministres ont démissionné du gouvernement et cette tendance va certainement continuer après sa nomination officielle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il existe une forte opposition à un Brexit sans accord. Et dans ce cas-là, si le nouveau Premier ministre poursuit sa politique d'un Brexit dur, comment la situation va-t-elle évoluer? En effet, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête qui est là depuis déjà un certain temps. C'est vrai que vous avez mentionné que même au sein des conservateurs, il y a des gens qui s'opposent à un Brexit dur. Bon, mais en même temps, il a été élu quand même par les conservateurs. C'était une élection au sein du Parti conservateur. Et il a été élu. Bon, et il était connu pour quelqu'un qui veut absolument un Brexit sans accord. Bon. Alors, donc, on voit bien qu'au sein des conservateurs, l'opinion est partagée aussi. L'opinion est divisée. Comme au sein du Parlement. Ce serait certainement une difficulté énorme pour lui. Encore une fois, il faut qu'il trouve une solution pour arranger non seulement les gens au sein, ses collègues au sein du parti, mais aussi tous les parlementaires au sein du Parlement. Ce n'est pas une tâche facile, mais je pense qu'il va essayer certainement de trouver quelque chose, parce que lui, maintenant, il n'est pas un candidat, il est le nouveau Premier ministre. Donc il change de position, il doit tenir compte d'autres aspects des choses. Mais selon le système politique du Royaume-Uni, le Parti travailliste a également le droit de s'opposer à ce nouveau Premier ministre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il peut demander d'anticiper les élections. Tout à fait, parce que les conservateurs n'ont pas la majorité dans le Parlement. Les travaillistes peuvent très bien déposer une motion de censure. Dans un cas de blocus, très probablement on peut provoquer une nouvelle élection. Mais je pense que c'est ce qu'il cherche à éviter. Le nouveau Premier ministre ne cherche certainement pas une situation de blocus. Il va certainement essayer de trouver une solution pour satisfaire les uns les autres. Encore une fois, ce n'est pas très facile, il faut faire preuve de souplesse, mais est-ce qu'il est prêt de faire preuve de souplesse? Parce que ça dépend aussi des rapports de force au sein des partis conservateurs, au sein du Parlement. De toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Au sein de l'opinion générale au Royaume-Uni, vous savez, à l'époque, au moment du référendum, c'était 52% contre 48%. Et on ne sait pas si aujourd'hui on fait un nouveau référendum, quel serait le pourcentage. Donc c'est très difficile. C'est en effet un casse-tête. Il veut organiser un nouveau référendum ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il y a toujours un risque, comme j'ai évoqué les pourcentages. Il y a un risque. Un nouveau référendum, on est sûr, aussi bien pour les conservateurs que pour les travaillistes.
C'est pour ça que je crois que les parlementaires hésitent. Des deux côtés, ils hésitent. Est-ce qu'un nouveau référendum profitera au succès du parti réciproque, aussi bien travailliste que conservateur? Je crois que c'est ça qui empêche aujourd'hui les efforts visant absolument à provoquer un nouveau référendum, parce que personne n'est sûr de pouvoir sortir vraiment gagnant d'un référendum. Et selon vous, est-ce que la population a changé d'avis? Là, c'est aussi très difficile à juger. Le référendum, pourquoi le pourcentage est tellement proche? Parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Certains pensent que sortir de l'Union européenne profiterait à sa famille, aux intérêts personnels. D'autres pensent que non, mais au contraire. C'est tout à fait compréhensible, parce que les gens ne sont pas dans la même position sociale. Ça peut profiter à l'Union européenne, peut profiter à certains et pas tellement aux autres. Mais c'est pour ça qu'il y a des divergences d'opinion. Un nouveau référendum, est-ce que ça pourrait réunir les Britanniques? On n'est pas sûr du tout. Nous recevons maintenant un invité en direct WeChat, M. Lin Hua, directeur académique de la Schema Business School. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à présent, le Brexit a connu 3 années de tractation. L'accord trouvé entre Theresa May et l'Union européenne a été rejeté à plusieurs reprises par les députés britanniques. Aucun vote n'est passé et le Brexit s'est retrouvé finalement complètement bloqué. D'après vous, pourquoi le Brexit s'avère-t-il aussi compliqué? Pour ma part, il y a 3 aspects qui bloquent un peu cette affaire. D'abord, c'est une affaire financière. Évidemment, l'Union européenne réclame une somme de divorce, une compensation de divorce que l'Angleterre n'était pas prête à payer, puisque l'Angleterre était prête seulement à payer une somme évaluée à 20 milliards de dollars, alors que l'Union européenne en réclame beaucoup plus. Le deuxième aspect porte sur le statut des Européens résidant en Angleterre. Le troisième aspect porte sur le contrôle des frontières. Voici ces 3 aspects qui, à mon avis, bloquent cette affaire pendant 3 ans. Et est-ce que l'économie britannique a été touchée par ces 3 années de négociations dures? Je pense que l'économie britannique a beaucoup souffert de ces 3 années de tractation. D'abord, ils ont connu une inflation, un retrait des investisseurs étrangers, un ralentissement de leur produit intérieur brut, et plus grave encore, la perte des talents. À titre d'exemple, en 2018, la croissance du produit intérieur brut de l'Angleterre n'était que de 1,4%, ce qui était le plus bas depuis les 6 dernières années. Et pourquoi le Royaume-Uni veut sortir de l'Union européenne? Quels sont les avantages et les inconvénients? D'abord, l'Angleterre pense que sortir de l'Union européenne va les aider à régler les 5 problèmes, dont le premier, c'est pouvoir contrôler l'immigration, puisque beaucoup de résidents européens en Angleterre sont venus du continent européen. Deuxième raison pour laquelle l'Angleterre pense sortir de l'Union européenne va être bénéfique, c'est restaurer la souveraineté nationale. Le troisième aspect, c'est qu'ils pensent pouvoir quitter un navire qui prend de l'eau, puisque, comme vous le savez très bien, l'Union européenne connaît des crises, très graves crises, depuis certains temps. Et quatrième aspect, pour l'Angleterre, c'est qu'ils pensent pouvoir s'affranchir des recommandations de Bruxelles. Et cinquième point, ils pensent que en sortant de l'Union européenne, l'Angleterre pourrait recommencer à commercer librement avec tout le monde. Donc ça, c'est les 5 aspects
que l'Angleterre pense positif. Évidemment, il y a encore un aspect encore plus important, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, l'Angleterre peut cesser la cotisation à l'Union européenne, puisque tous les ans, l'Angleterre paie une somme colossale à l'Union européenne en tant que membre de l'Union européenne. Évidemment, il y a aussi des inconvénients, puisque en sortant de l'Union européenne, il va y avoir un problème de frontières, notamment en Irlande du Nord. Deuxième aspect encore plus important sur le plan politique, c'est l'Écosse, puisque l'Écosse, faisant partie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pense aussi à sortir de Royaume-Uni. Le deuxième inconvénient pour sortir de l'Union européenne, c'est évidemment une somme colossale de la compensation du divorce. Et sur le plan toujours économique, en sortant de l'Union européenne, l'Angleterre va s'ouvrir de l'import comme de l'export, puisqu'il y a des histoires de taxes qui va tomber sur l'Angleterre. Est-ce que le Brexit va avoir des influences sur le commerce et les investissements chinois en Europe? Je pense que le Brexit va avoir certainement des impacts sur le commerce entre l'Angleterre et la Chine, ou bien sur l'investissement chinois en Angleterre, ou sur l'investissement bilatéral. Mais ces impacts sont pour ma part assez limités, puisque l'Angleterre n'est pas un très gros partenaire commercial de la Chine. Donc, et évidemment, en sortant de l'Union européenne, l'Angleterre pourrait peut-être plus librement commercer avec la Chine. Mais d'une manière générale, pour ma part, les impacts de Brexit vont être limités pour nous, Chinois. Il y a 3 ans, lors du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, les Britanniques ont voté à 52% pour une sortie. Aujourd'hui, est-ce que la population a changé d'avis? Pour ma part, la population n'a pas changé d'avis, sauf que il est vrai qu'il y a 3 ans, c'était un vote très serré. Mais maintenant, le sondage prouve que les pour au Brexit sont encore plus nombreux qu'il y a 3 ans. Puisque aujourd'hui, selon un dernier sondage, ceux qui sont pour le Brexit s'élèvent à 57%. Donc, à mon avis, la population anglaise en a un peu assez de ces 3 années de tractation et ils pensent et ils veulent en finir assez rapidement. Merci. Merci pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Nous retrouvons tout de suite M. Wu Zhexian sur notre plateau. Si le Brexit se réalise, le Royaume-Uni pencherait alors pour quel modèle de relation avec l'Union européenne? Mais pour l'instant, d'après l'accord qui est déjà conclu entre le gouvernement et l'Union européenne, mais sans être approuvé par le Parlement, qui est lui-même divisé, d'après l'accord, j'ai cité tout à l'heure, il y aura des discussions pour trouver un arrangement sur le plan économique et commercial. Pour les travaillistes pensent qu'il faut, après le Brexit, conclure un accord, 2 accords. Un accord pour le marché unique, d'autres pour l'union douanière. Mais c'est ce que les conservateurs, la plupart des conservateurs, ne veulent pas. Bon. Mais il faut trouver une solution quand même, parce qu'un accord commercial, c'est forcé, c'est obligé, parce qu'il faut toujours avoir des relations économiques et commerciales avec les voisins, comme avec tout le monde. Dans ce cas, même après la sortie du Royaume-Uni de l'Union, il faut toujours y avoir quelque chose. Bon, mais c'est pour ça que c'est prévu d'avoir des discussions pendant la période de transition, afin de trouver un accord pour les futures relations économiques et commerciales
entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et pensez-vous que la date du Brexit va encore une fois être repoussée? À mon avis, ça dépend des négociations qui vont commencer, certainement, des discussions qui vont commencer à partir de maintenant, parce qu'il y a un nouveau Premier ministre britannique, et apparemment quelques pays de l'Union européenne ont déjà manifesté la volonté de discuter quand même, voilà, même si le principe ne doit pas bouger pour eux, on peut quand même discuter. Apparemment, il y a déjà eu des contacts, voilà, pour voir est-ce qu'on peut trouver des solutions qui arrangent. Voilà. Si jamais les discussions vont très bien, mais il manque juste un petit temps, à ce moment, pourquoi pas un nouveau report. Si aujourd'hui l'Union européenne a donné une date limite pour le 31 octobre, c'est pour ne pas laisser le Royaume-Uni indéfiniment faire traîner les choses. Mais si jamais on voit déjà l'espoir, ben pourquoi, si dans le cas de nécessité, prolonger un peu le relais, c'est tout à fait raisonnable. Donc, à mon avis, c'est possible, mais tout dépend des discussions. Et maintenant, devant le Royaume-Uni, il existe trois options, Brexit avec accord, Brexit sans accord et prolongation des négociations. Si aucune de ces trois solutions n'aboutit, quel chemin va prendre le Royaume-Uni? Bon, ben, jusqu'à présent, le Royaume-Uni n'est pas capable de choisir, d'accord, jusqu'à présent. Ça dépend donc des efforts maintenant du nouveau Premier ministre, voilà, visant à négocier encore avec l'Union européenne. Jusqu'à présent, donc, côté britannique, pas de solution, pas de choix possible. Bon. Côté l'Union européenne, il faut voir leur patience. Ils ont dit 31 octobre. Bon, s'ils veulent bien, s'ils jugent la situation contrôlable, s'ils jugent bien que ben, c'est encore possible de laisser un petit temps, bon, ils vont probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, accorder un nouveau délai. C'est tout à fait possible. Mais s'ils pensent qu'il ben, n'y a aucun espoir, il n'y a aucun espoir, ce serait la sortie dure, le Brexit dur, parce que l'Union avait déjà dit ça. Au moment où l'accord voilà, touche voilà, la date limite et que le Parlement britannique n'approuve toujours pas, ce serait la sortie dure. Ça c'était déjà dit. Ça c'était déjà dit. Donc c'est côté l'Union européenne. Voilà. Donc on n'exclut pas ce scénario. Si les Britanniques continuent à, voilà, à être divisés sans être en mesure d'approuver quoi que ce soit, c'est aussi un scénario à ne pas exclure. Et d'après vous, le Brexit est-il inévitable? C'est-à-dire si le Royaume-Uni n'arrive pas à trouver de solution, est-ce qu'on peut imaginer la possibilité d'une annulation du Brexit? L'annulation, à mon avis, cela dépend d'un deuxième référendum, puisqu'il y a déjà eu un premier référendum. Alors, pour annuler le premier référendum, il faut avoir un deuxième. Aujourd'hui, voilà, jusqu'à présent, les deux parties ne sont pas sûrs de pouvoir sortir gagnants d'un deuxième référendum. Si, après l'évolution des choses, au bout d'un certain temps, un ou deux partis pensent qu'un deuxième référendum pourrait être profitable aux partis, ils pourraient essayer de pousser les choses vers un deuxième référendum. C'est tout à fait possible. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.